Bonjour Marvin, Salut Pascal. je suis très très heureuse de t'accueillir pour cette conversation. C'est ton premier livre, je crois, qui s'appelle 93, la trilogie du bonheur et qui est chez C Éditions. Alors, vous êtes autodidacte Ah oui, exactement. et votre, en tout cas, vous avez commencé à photographier dans le quartier là où vous êtes né, dans le 93. Et, euh, et je voulais, par rapport à ce livre, déjà comment a commencé le projet, comment est né ce projet, et pourquoi avoir démarré ce projet, en tout cas dans le territoire du 93, là où vous êtes né. Pourquoi c'était important pour vous? Déjà bonjour, merci pour cette invitation. Pour mon travail, il est né du coup il y a 10 ans, donc en 2014. Je suis autodidacte parce que dans mon enfance, j'ai jamais été passionné particulièrement par la photographie ou autre. Donc je pense que j'ai juste choisi la photographie il y a 10 ans parce que j'avais un besoin de représentation et de créer mes propres images sur les quartiers dans lesquels j'ai grandi. J'ai quitté la maison parentale en 2013, donc après une année dans Paris, j'ai vraiment pris conscience en fait de l'impact de l'image sur les quartiers populaires et notamment le 93 qui a été véhiculé pendant plusieurs années par les médias traditionnels. Et donc du coup il y a 10 ans, j'avais cette question de me dire comment je peux faire moi en tant que jeune du 93 qui a passé tout son temps et qui a grandi dedans pour aussi faire quelque chose qui va changer un peu l'esprit collectif, on va dire. Et la meilleure chose pour moi, c'était de contrer l'image par l'image. Et donc, j'ai eu cette idée de retourner tous les week-ends, donc aller voir mes parents dans les quartiers où j'ai grandi et prendre des photos dans des lieux de souvenirs, donc des lieux qui m'ont marqué, des lieux où j'ai des souvenirs forts de mon enfance. Et c'est là que j'ai découvert et la photographie et aussi où je me suis redécouvert moi-même en tant que jeune de banlieue. Mais en même temps, vous avez quitté le 93, mais, mais c'est après cette transition que vous avez vraiment commencé à documenter le territoire. Pourquoi ce décalage a-t-il été nécessaire pour vous? En fait, justement, ce travail, il est né parce que il est né de ce que j'ai appelé une crise identitaire. Euh, je suis arrivé à Paris et en fait, j'ai eu ce constat que beaucoup de jeunes enfants du 93 ont ce rêve de partir parce que le quartier c'est difficile, parce qu'on enregistre aussi que le quartier, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est dangereux, etc. Et même en vivant dedans, on enregistre un peu toutes ces informations aussi qui viennent de la télévision et autres. Et en fait, mon rêve a toujours été de quitter cette cité et de vivre à Paris, le rêve parisien, l'art, etc. Et après une année, en fait, j'ai été très nostalgique, je pense comme beaucoup de personnes qui seraient déracinées de leur lieu d'enfance. J'avais des collègues de travail qui venaient du sud de la France ou d'autres de pays voisins et ils avaient cette nostalgie aussi. Je me disais mais pourquoi eux sont nostalgiques de leur territoire et moi j'aurais pas le droit d'être nostalgique de chez moi. Et je pense que c'est ce mélange de nostalgie de mon territoire, ma culture, les miens et cette envie de représenter aussi autre chose de ce que je peux voir quand je tape 93 sur Google. Ça a créé tout ça en moi et c'est là où je me suis dit non, il faut que je me trouve une raison aussi de retourner un peu tous les week-ends à la maison parce que c'est vrai que la semaine à Paris était cool, mais j'avais besoin le samedi d'aller voir ma mère, d'aller voir mon père, mes frères et sœurs et mes potes d'enfance et de me retrouver chez moi tout simplement. Donc je pense que c'est un mélange de plein d'émotions qui m'ont amené à faire ce travail photographique dans le 9-3. Ouais. Et en parlant de la structure du livre, de la trilogie, et vous avez construit en fait en 3 chapitres. Alors, il y a un chapitre Alzheimer, thérapie et renaissance. Est-ce que vous pouvez nous parler justement comment s'est opérée cette construction de cet objet-livre? Alors le livre, du coup, il a été réalisé un peu comme la série. En tout cas, on a essayé avec la maison d'édition, du coup, on a essayé vraiment de travailler sur 3 chapitres. Tout a commencé donc en 2014 avec une série que j'ai appelée Alzheimer qui est basée sur le souvenir. Donc c'est vraiment l'idée, c'était de retourner dans des lieux d'enfance que je pense qu'on partage tous plus ou moins ici. Voilà, a priori on a tous eu une enfance ici, donc on a tous des images en fait dans la tête d'un commerce ou d'un toboggan, de la cuisine où on mangeait, d'un kebab ou en tout cas d'un restaurant un peu facile où on allait souvent avec ses parents.
Et ça a commencé comme ça et j'avais envie en fait de faire ce travail vraiment sur la mémoire. Et en faisant ma première expo, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne se rendaient compte enfin de à quoi pouvait ressembler une cité à l'intérieur quand on y vivait. Et je me dis c'est fou que ça arrive que maintenant et donc je trouvais ça intéressant de aussi montrer ce qui s'y passait actuellement. Et donc dans Thérapie, dans le deuxième volet, l'idée c'était aussi de parler plus d'actualité. J'étais un peu plus à l'aise dans la photographie aussi, donc j'assumais un peu plus ma photographie et je montre plus de portraits, je montre plus de moments de vie. Et dans le troisième volet qui est Renaissance, c'est une période de ma vie où que j'ai commencé à avoir une grande couverture médiatique, mais plusieurs expositions, des radios, etc. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à accepter d'être photographe. J'ai vraiment déconstruit l'idée que l'art c'était aussi possible, enfin finalement que l'art c'était aussi possible pour des jeunes de banlieue et des personnes noires, en tout cas en France. Et c'est vraiment pour ça que j'ai appelé ce projet Renaissance, parce que j'ai mélangé un peu cet apprentissage de la photo que j'ai pu avoir dans les deux premiers volets et dans les collaborations avec des marques, dans ce projet où je représente toujours ce territoire. Donc le livre il est découpé en trois parties aussi. On a choisi trois types de papiers, qui sont des papiers à des textures différentes qui évoluent aussi dans le temps, donc entre chaque chapitre. Et on passe d'un papier un peu terne, un peu rugueux, qui va plus évoquer un peu le papier archive, donc en rapport avec avec le souvenir et le passé, jusqu'à l'intermédiaire qui est dans Thérapie, et jusqu'à un papier beaucoup plus lisse en main, beaucoup plus brillant en apparence sur le dernier volet, qui va plus être un papier qui va se rapprocher presque du magazine et du coup donner cette texture un peu plus sublimée et voilà, embellie quoi. Donc, qui est vraiment l'avenir et l'acceptation et le fait que j'assume totalement maintenant d'être un jeune du 93. Effectivement, c'est vrai que je me suis posé la question effectivement de cette dernière partie dont la thématique est la Renaissance. C'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi en fait il décide de choisir en fait ce papier un peu magazine, un peu bling bling, comme une manière de décrire en fait l'image de vie de rêve. Et est-ce que ça représentait aussi personnellement pour vous et du coup, je sais que vous avez par exemple invité Mohamed Bourouissa pour écrire un texte. Et pourquoi ce choix d'inviter un autre artiste à venir en fait écrire sur votre objet livre? Alors, déjà de base, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à amener un artiste de renom, en tout cas reconnu dans la photographie, dans ce livre. Moi, c'est mon premier livre, donc c'est vrai que je suis aussi entre guillemets autodidacte, même si j'ai été très très bien accompagné par du coup ces éditions qui m'ont expliqué un peu comment on monte un livre, etc. Mais c'est vrai que ça arrivait très tard. L'arrivée de Mohamed Bourouissa, c'est fait, je pense, un mois ou deux avant qu'on boucle vraiment le livre. Et c'est lors d'une discussion du coup où on m'a justement suggéré, c'était intéressant aussi d'avoir un regard extérieur et donc un regard peut-être plus professionnel, qui soit proche de mon travail mais quand même avec un regard plus pro et peut-être plus critique. Et moi, comme je disais, j'ai pas forcément eu cette passion de la photographie. Je suis photographe, c'est vrai, mais je dis plutôt que je suis passionné d'humain, donc c'est plutôt dans mes rencontres. J'ai pas une culture hyper large de la photographie et il s'avère que j'ai rencontré Mohamed Bourouissa il y a quelques années. J'ai eu cette chance-là, qui est très sensible à mon travail, qui m'envoie encore des messages de temps en temps pour me soutenir en me disant fais Arles, fais Paris Photo, etc. Et donc c'est tout de suite le nom qui m'est venu en tête parce que je sais que c'est un peu comme un grand frère et pour connaître certains de ses travaux dans lesquels je me reconnais beaucoup aussi, notamment tout le travail qu'il a fait à Châtelet-Les Halles par exemple dans les années 2000, que j'aurais pu aussi faire dans les années 2010-20. C'est un photographe qui me paraissait intéressant, j'avais envie d'avoir son regard et je lui ai demandé justement d'être critique. Je lui ai dit s'il te plaît, genre, vraiment dis-moi ce que tu penses de ce livre et du travail et il a écrit un super texte, je le remercie encore pour ça et voilà, je suis très content d'avoir Mohamed Bourouissa en critique dans mon livre. Et il y a certains des portraits où le regard est vraiment très très important. Et vous utilisez en fait des appareils argentiques pour ce projet. Qu'est-ce que cette technique apporte à votre démarche et comment elle contribue-t-elle à l'atmosphère de vos photos?
et vous influence aussi sur la manière dont vous capturez les lieux et les personnages? Du coup, il y a deux raisons. La première raison de base pour laquelle je fais de l'argentique, c'est parce que dans le projet Alzheimer, qui est mon premier volet, donc des premières photographies que j'ai réalisées en vrai, j'avais vraiment une envie de parler de la nostalgie, du souvenir, du passé. Et moi, mon rapport à la photographie, il était surtout à la maison, avec ma mère surtout, qui prenait énormément de photographies pour des albums en fait. Donc le fameux album Sous le lit avec les photos tout nues dans la baignoire, je pense qu'on a à peu près tous cette photo-là. Et c'est une photo je trouve que c'est des photos qui me touchent parce que c'est des photos où en fait ma mère n'était pas photographe, mais en même temps elle prenait énormément de photographies de moi et mes frères et sœurs en vacances ou à la maison. Et je trouvais que c'était un rapport intéressant parce qu'elle n'était pas artiste forcément ou pas photographe, mais elle avait cette sensibilité et elle mettait de l'importance aux souvenirs et à garder ses souvenirs. Et je pense que j'ai hérité un peu de ça et j'avais envie dans ce travail de souvenirs dans le 93 de ramener cette texture-là qu'on retrouve dans les albums de famille. Et donc j'ai demandé tout simplement à ma mère, mais c'était quoi l'appareil photo que tu as utilisé? Donc elle m'a montré son appareil photo, elle n'a pas voulu me le donner au début, même si je l'ai maintenant. Et j'ai été dans une boutique de photos et j'ai montré la photo en disant je veux un appareil qui ressemble à ça. Et c'était un point and shoot Ricoh, voilà, 35 mm, assez classique. Et j'ai tout simplement utilisé ça sans savoir. Évidemment, j'ai brûlé ma première pellicule, mais j'ai appris aussi avec les de pellicule en pellicule. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que dans ce premier travail Alzheimer et beaucoup en thérapie, c'est que le film et le grain se rapprochaient le plus de mon regard sur la vie et notamment des quartiers populaires. C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont très contrastés, qui sont très sombres, mais à la fois sont très doux. Il y a plein d'émotions en fait et de souvenirs que j'ai qui se retranscrivent très bien dans le film argentique. Et c'est pour ça que je suis tombé un peu amoureux de ce process et que jusqu'à aujourd'hui, 10 ans plus tard, je photographie toujours à l'argentique parce que c'est, pour moi, quand je photographie à l'argentique, que ce soit maintenant dans d'autres pays du monde, je photographie et je montre mes photographies comme je vois vraiment les choses. Et je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime beaucoup la poésie et la douceur. Et pourtant, j'ai grandi dans des endroits qui sont quand même très durs. Donc cette nuance-là, en fait, me plaît et je trouve que l'argentique s'y prête très bien. Voilà. Okay. Et dans vos photographies, sont souvent en couleur, sans artifice, avec des sujets masqués. Est-ce pour préserver l'anonymat? Et comment vous mentionnez que certaines personnes préfèrent rester anonymes dans vos images? Et pouvez-vous nous parler de ce choix et de la signification de cette démarche? Alors déjà la couleur c'est quelque chose qui me parle encore une fois pour le côté j'aime beaucoup l'authenticité et j'avais envie de retranscrire ce travail-là partager la vision que moi j'ai des quartiers populaires comme je la vois et donc l'argentique et la couleur c'est pareil, moi a priori je vois en couleur donc je trouvais ça normal de partager en couleur tout simplement. Je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir la photographie couleur et que je pense qu'il y a beaucoup de photographes de l'époque du noir et blanc qui auraient adoré avoir de la couleur. Donc je me plais beaucoup et puis je trouve que la couleur c'est aussi les quartiers populaires. Je trouve que les quartiers populaires on a toujours cette idée du noir et blanc très dur, très sombre parce que ça connote beaucoup de choses difficiles, de violence, de pauvreté, etc. Et je trouve que cette couleur justement et encore plus dans l'argentique, selon le choix du film, ramène justement plus de douceur et de vie là où on imagine qu'il n'y en a pas. Pour ce qui est des visages qui sont un peu cachés ou couverts, il y a un rapport à la pudeur dans les quartiers dits populaires et dits difficiles. C'est que pendant des années, et j'en ai fait partie, j'ai grandi dans un des quartiers qui a le plus brûlé, par exemple, pendant les émeutes de 2005. Et je me rappelle qu'il y avait énormément de caméras qui venaient nous filmer sans nous demander notre accord pour parler de nous. Et qu'en fait, le soir, on voyait dans les news des choses qu'on voyait même pas nous-mêmes dans notre quartier, des descriptions auxquelles on ne s'identifiait pas du tout. Et je sais que ça a laissé énormément de traces dans les populations des quartiers populaires sur ce rapport à l'image. Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de gêne. Les gens sont quand même sont très sensibles justement à la représentation qu'on peut porter à leur image. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de modèles où je sens des fois qu'ils n'ont pas forcément, ils sont pas très à l'aise, etc. Et c'est vrai que parfois être de dos, avoir une capuche, avoir une cagoule ou même mettre des mains devant son visage, ça peut paraître être un symbole peut-être agressif ou impressionnant pour certains.
mais c'est beaucoup de protection pour les personnes que je photographie. C'est beaucoup une manière de se cacher et de rester un peu inconnu et pas se dévoiler totalement. Donc je sais que c'est beaucoup dans la culture populaire et c'est pas quelque chose qui est propre uniquement au 93. Pour la culture américaine, par exemple, qu'on sublime et qu'on adore depuis des années en France, il y a énormément de photographies et de photographes qui photographient des personnes masquées ou cachées de la même manière dans les quartiers difficiles de New York, par exemple, ou de Los Angeles. Donc je pense qu'on a plus ou moins une culture similaire et que ça s'explique aussi par ça, en fait, cette pudeur et ce besoin de ne pas forcément être toujours exploité par différents photographes et journalistes. Et du coup, comment, justement en parlant de ça, comment les médias en fait montrent les quartiers populaires, et justement c'est peut-être aussi ça qui fait que les jeunes sont très méfiants de l'intrusion de la caméra dans leur quartier. Comment toi, quand tu arrives dans ces quartiers-là avec ton appareil, comment tu instaures une relation de confiance avec ces gens dont tu photographies? Au début, ça a été assez difficile parce que encore une fois, je suis autodidacte, donc j'ai pas appris la photographie, j'avais pas de référents ou de photographes qui m'ont expliqué comment faire, donc j'ai été un peu à l'instinct. Les premières photographies, enfin les premiers portraits que j'ai pu réaliser, souvent c'est des personnes qui m'étaient très proches, donc des amis d'enfance dans les quartiers où j'ai grandi. Donc ça a été assez facile parce que du coup c'est des amis que soit je croisais par hasard dans mes balades, soit que je contactais avant en leur demandant est-ce qu'ils étaient ok pour que je fasse un portrait d'eux parce que j'avais envie de les représenter. Et en fait aujourd'hui, j'ai plus cet avantage-là parce que je photographie dans d'autres quartiers populaires. Par exemple le dernier que je photographiais c'est à Détroit. Et c'est vrai que dans des quartiers où on ne va pas me connaître, c'est un peu plus difficile, mais je pense que la démarche et l'honnêteté et aussi les intentions se ressentent quand un photographe a envie de représenter des personnes qui en plus n'ont pas l'habitude d'être représentées, en tout cas pas en positif. Quand il rencontre une personne sincère qui a envie de montrer en positif leur image et leur territoire, jusqu'à maintenant, ça va faire 10 ans que je le fais, j'ai jamais eu de problème et généralement à 90% du temps c'est ok. Donc peu importe où j'ai pu voyager dans des quartiers très difficiles, même plus que dans le 93, avec du dialogue, avec des explications de pourquoi je suis là, mon intention de représenter ceux qu'on ne voit pas, donc j'appelle mon travail le visage des oubliés. En général, au bout de 5 minutes de discussion, après c'est vrai que je suis une personne noire, je suis un homme, j'ai la culture des quartiers populaires, donc je sais qu'il y a aussi tous les codes que je vais avoir qui font partie de mon enfance, m'aident énormément aussi à être accepté en fait, dans ces quartiers-là. Et je sais que c'est un plus et c'est pour ça que je l'utilise et que j'ai décidé depuis 10 ans de me focaliser aussi sur ces quartiers-là, dans le sens où je pense que c'est une chance aujourd'hui d'avoir des photographes issus de ces quartiers qui photographient ces quartiers pour une fois, parce qu'on a eu malheureusement ou heureusement, je sais pas, certains l'ont bien fait quand même, mais on a eu pendant des années des photographes étrangers au territoire qui photographient les territoires difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant d'avoir des locaux qui photographient aussi leur propre territoire quand ce sont des territoires qu'on appelle des no-go zones. Et vous affirmez que le 93 est un centre de formation de vie. Qu'avez-vous appris du 93 et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre dans ces images? Je ne sais pas si j'arrive à le transmettre dans mes images. Il y a une certaine quand même fierté, je trouve. Il y a beaucoup de fierté. Je suis extrêmement fier et j'aime partager cette fierté. J'aime sublimer les personnes que je photographie, que ce soit dans le 93 ou ailleurs. Mais surtout le 9-3. J'ai appelé ce projet un peu, le sous-titre de ce projet, c'est un peu Revanche 93 parce que c'est un peu une revanche sur la vie. Je pense que en étant très honnête, j'ai aussi beaucoup souffert de ce rejet de la société sur les jeunes du 93 en tant que jeune de là-bas. Et aujourd'hui, en tant que photographe qui arrive à exposer et à présenter mon travail aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est comme un rêve d'enfant où on était cloîtrés un peu entre nous dans le quartier il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, j'ai cette chance avec la photographie de les représenter. Donc évidemment que quand j'ai l'occasion de prendre une photo d'un jeune issu du 9-3 ou dans un quartier qui y ressemble, mon envie première, c'est de les mettre tout en haut, de les imprimer en très grand et qu'ils soient beaux et forts comme moi je les vois, parce que c'est comme ça que je le vois. Voilà, après c'est un travail qui vient beaucoup du personnel de base, donc c'est vraiment un travail qui vient de mon enfance, c'est toutes ces émotions de jeune et qu'aujourd'hui m'anime encore et je le fais aussi pour les nouvelles générations parce qu'il y a encore les mêmes plus ou moins problématiques
que celles que j'ai pu rencontrer dans mon enfance, qu'on retrouve aujourd'hui dans les quartiers comme celui du 93. Et c'est pour ça que je lâche pas ce travail et que je continue à travailler sur l'image, voilà, le visage des oubliés, c'est comme ça que je les appelle. C'est pas prévu que ça s'arrête, quoi. On va ouvrir le débat là, au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions. Ah si, à 2, à 3, à 4. Merci beaucoup. Je voulais vous demander si vous avez une relation particulière au genre, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se cachent sur vos photos. Parce qu'on a une certaine image du jeune gars du banlieue qui a été véhiculé dans les médias malheureusement, mais vous avez des femmes qui sont très fières sur ces photos. Alors oui, c'est effectivement, je pense, une des plus grosses remarques et questions qu'on m'a posées sur ces 10 dernières années. C'est un constat que j'ai fait moi-même à partir de thérapie, donc le deuxième volet. C'est vrai que j'arrivais à la fin de mon travail sur thérapie, donc tu étais l'image des jeunes dans les quartiers. Et c'est lors d'une exposition justement qu'une personne m'a fait cette remarque et moi-même je me suis rendu compte que je critique moi-même ce regard qu'on a sur les quartiers et qu'inconsciemment j'avais aussi majoritairement, presque exclusivement photographié des hommes jeunes et noirs. Donc je pense que la première explication c'est tout simplement parce que c'est ceux qui me ressemblent le plus et c'est là où je me sentais à l'aise. Quand j'ai commencé ce travail, mon intention c'était de représenter les miens, mais surtout, ma plus grosse crainte, c'était de reproduire ce que les journalistes ont pu faire, c'est-à-dire parler de ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, grandir en tant que femme dans un quartier populaire, j'ai 2 sœurs, j'étais très proche d'elles, mais je suis parfaitement conscient qu'on n'a pas du tout le même rapport et la même expérience au territoire en tant que personne homme ou femme. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais pas envie de parler pour les femmes parce que c'était pas mon expérience et j'avais pas envie de me tromper. Et je pense qu'il y a assez de femmes photographes dans le 9-3 pour faire ce travail, et d'ailleurs j'en connais. La deuxième raison, c'est qu'aussi mon travail il est principalement en extérieur, comme vous avez pu le constater, il y a très peu d'intérieur, et ça documente aussi une réalité que l'espace extérieur est occupé majoritairement par les hommes, et ça c'est pas propre au 9-3, je pense que c'est l'espace public, en tout cas en France et dans beaucoup de pays du monde. C'est vrai que ouais, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, je scénarise pas mes photos. J'ai parfois posé des rendez-vous avec des amis, mais beaucoup c'était sur la rencontre un peu aléatoire. Donc c'est un peu une réalité qui vient d'elle-même en fait, c'est-à-dire que en se baladant dans un quartier populaire en extérieur, on croise moins de femmes, ou en tout cas les femmes sont là, mais sont de passage dans un bus, dans une voiture. Il y a une photographie d'ailleurs qui fonctionne très bien et qui est un peu le symbole, je pense que en tout cas que la femme occupe dans les quartiers populaires, c'est celle dans une voiture où il y a 3 filles qui sont en train de manger un chicken, enfin un fast-food. Sont toutes les 3 dans une voiture et je les ai vues au loin et justement c'est là où je me suis dit c'est ça que je dois photographier parce que moi ma connaissance des espaces féminins en tout cas dans le 93 sont plutôt des espaces fermés. Je ne sais pas si c'est un rapport à la sécurité ou un rapport à l'intimité, mais c'est vrai que en tout cas pour avoir beaucoup d'amis femmes dans le 9-3, la plupart se posaient plus en intérieur chez l'une d'elles. Ou dans un petit square, ou dans un jeu pour enfants, en cas un peu isolé, à l'abri des regards, là où les hommes vont être vraiment en spectacle, donc plus en bord de rue, à vue de tous. Et je pense que dans mon travail, voilà, ça s'est un peu expliqué comme ça. Et justement, à la fin de thérapie, du coup, j'ai dédié 2 mois exclusivement au portrait de femmes. Donc sur les 2 premiers mois, avant de vraiment clôturer ce projet, je me suis dit, il me faut absolument des portraits de femmes parce qu'effectivement, elles sont là. Et donc j'ai pris beaucoup de rendez-vous avec des femmes du 9-3, donc on en voit quelques-unes, donc la photo dont je parlais avant. Et j'en ai pris quelques-unes, donc par exemple Sabrina Layek, qui est une de mes meilleures amies maintenant, qui est une jeune femme qui est devant des tours orange, sur un terrain orange, donc c'est assez spectaculaire, que j'ai appelé l'indispensable. Et cette photo je l'ai appelée comme ça parce que justement aussi c'est la place de la femme dans l'espace public, dans le 9-3 elle est moindre, mais les femmes ont un rôle, comme dans la société d'ailleurs, plus qu'important et peut-être même majoritaire au final quand on passe à l'intérieur. C'est souvent celle qui dirige. Par exemple, Sabrina Laïc, qui est une de mes meilleures amies, fait énormément d'opérations pour les jeunes des quartiers. Elle tient des associations. Donc en fait, elles sont très présentes, mais elles sont moins visibles. Et je pense que mon travail, inconsciemment et peut-être involontairement aussi,
à démontrer ça en fait naturellement, en tout cas dans ce projet-là. Il y avait encore une question. Salut Marvin, donc on se connaît bien, je connais bien ton travail et en t'écoutant parler j'ai une question. Le livre il est fait d'une manière à représenter toi ton cheminement avec la photo, c'est en trilogie, c'est en différents chapitres. Est-ce que pour toi c'est une sorte de finalité cette trilogie? Est-ce que si on voit ça comme un film par exemple, est-ce que le film est fini? Est-ce qu'il va y avoir des spin-offs? Est-ce que tu as pensé à un 93 volume 2? Je dis ça de manière comme ça, mais est-ce que c'est une finalité en soi ce livre, qui représente quand même beaucoup d'années dans ton travail? Et est-ce que, je sais que ces thématiques-là dont tu parles dans ce livre, tu les as dans tes autres travaux, dans d'autres pays par exemple, mais est-ce qu'il y a un truc de, est-ce que tu aurais envie de revenir encore une fois dans le 93, refaire un volume 2, ou est-ce que c'est une finalité en soi? Merci pour la question frérot. Déjà, très grand photographe, Basile Bertrand, que je recommande fortement. C'est une bonne question qu'on m'avait jamais vraiment posée, mais écoute, c'est une question que une question que je me pose presque toutes les semaines. Évidemment, en tant que jeune du 9-3 et très nostalgique et très fier, j'ai toujours envie d'avoir une bonne raison d'y retourner. Mais en fait, à la fin de ce projet-là, donc il y a eu quand même une énorme couverture médiatique sur ce travail. Et j'étais très étiqueté comme le photographe noir du 93, souvent dans les gros titres. Et j'avais un peu envie aussi de me détacher de ça, c'est-à-dire que je suis un jeune homme noir du 93, c'est vrai, mais je suis aussi un artiste. J'ai une sensibilité sur l'humanité en général. Et j'avais pas envie d'être collé à ça sur toute ma carrière de photographe, donc je me suis détaché volontairement du département pour travailler sur la ville de Londres, Détroit, Shanghai et plein d'autres villes. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette envie d'y retourner. Ce travail-là pourrait être infini, dans le sens où j'ai encore un rapport, j'ai encore ma sœur qui vit, j'ai encore un avis personnel et politique sur le 93, notamment sur le fait qu'il y a eu le Grand Paris et les JO, donc il y a encore plein de choses à raconter. Évidemment, j'aurais plein de possibilités encore pour continuer ce travail, le nourrir encore. C'est pas prévu pour le moment. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est parler des autres territoires en écho au mien. C'est-à-dire que mon projet récent là, sur Détroit et Chicago, c'était vraiment une comparaison aux jeunes du 93 et notamment d'Aulnay-sous-Bois, parce qu'on a une histoire commune à l'automobile. Donc indirectement, en fait, je continue à parler du territoire en fait, au final, avec mes autres séries. Mais je suis très ouvert. Je réfléchis aussi d'ailleurs à faire une série sur les femmes, mais un peu plus conséquente. Donc il y a pas mal d'envie, mais voilà, pour ce projet-là, en tout cas, oui, il est terminé, parce que c'est pour ça que je l'appelle la trilogie du bonheur, parce que je me considère aujourd'hui heureux et accompli en tant qu'adulte, construit avec mon passé, avec ce que je suis, ce que je représente. Je suis en parfait accord avec ça. Et ce travail et ce livre, d'ailleurs, m'a énormément aidé pour me reconstruire. Donc je pars du principe qu'aujourd'hui, je suis reconstruit. Donc cette idée de trilogie, en tout cas, et de recherche du passé et de travail de thérapie, pour moi, est terminée. Et c'est pour ça que le livre aussi a sa place maintenant, 10 ans plus tard. Parce que l'idée de ce livre, c'est d'avoir une archive sur ce que j'ai fait, mais en travaillant avec cette édition, l'idée c'était de faire un peu un livre aussi qui soit un peu un guide pour d'autres jeunes du 93, mais aussi d'autres quartiers qui seraient un peu isolés, ou même des personnes qui ont cette problématique aussi de ne pas trop savoir où ils en sont dans leur vie en tant que jeunes adultes. Et que ce livre en fait peut aussi être une manière de réfléchir en fait aussi à chacun quel est notre passé, quel est notre présent actuel et où est-ce qu'on veut vraiment aller. Et c'est un peu comme, j'appelle ça une bible, mais c'est un peu comme un guide en fait, ce livre, en tout cas dans l'idée de construction de ce livre, c'est un peu ça. C'est un peu un modèle à suivre, d'essayer de retrouver, tiens, la photo du toboggan, et moi, ma cour d'enfance était où, mon école était où, et moi, qu'est-ce que c'est mon souvenir dans tel endroit, etc. C'est un peu comme ça que j'ai pensé le livre. Ouais. On va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y en a une? Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Tu as travaillé du coup avec Mohamed Bourissa pour notamment le texte, si j'ai bien compris. J'ai un projet en tête dont j'ai plus le nom, mais où il te revient sur sa banlieue. Il a un travail plutôt scénographique et très théâtral dans son approche photographique. Et je me demandais, toi, quelle était ton approche? Est-ce que quand tu allais sur le terrain, tu avais une idée précise de la photo que tu voulais? Est-ce que c'était plus une promenade photographique et ça venait à l'instant?
est-ce que tu évitais aussi d'influencer les gens que tu avais en face de toi sur la manière dont ils posaient pour avoir quelque chose de plus authentique et réaliste? Et voilà, ce rapport que tu avais aussi à l'image, la scéno, enfin tout ce truc-là autour de l'image. Merci pour la question. Effectivement, Mohamed, il a pas toujours eu, mais il a des projets effectivement très scénarisés, assez théâtral, où fait des grosses mises en scène. Moi, je suis un peu à l'opposé de ça dans mon travail, en tout cas pour celui-ci et en vrai la plupart de mes projets jusqu'à maintenant, parce que moi, je mets en avant justement cette authenticité et le beau. Dans les problématiques et dans les objectifs de ce projet, quand je l'ai commencé, c'était vraiment, encore une fois, de ne pas reproduire ce que le journalisme traditionnel a pu faire pendant des années dans les quartiers populaires. Et donc pour moi, dénaturer, mettre en scène, embellir, faire poser, maquiller, etc., mes sujets, ça sous-entendait le fait de moi-même avoir un malaise, ou en tout cas avoir quelque chose à corriger. Alors que j'estime que les jeunes de banlieue, de classe populaire, femmes et hommes, on est beau et on est fort et on est très bien comme on est. On n'a pas besoin, comme on nous l'a dit, de mettre autre chose que des TN particulièrement pour être cool. On n'a pas besoin d'avoir un béret plutôt qu'une casquette. Voilà, je veux dire, il n'y a pas d'artifice à avoir pour être comme on est. On doit être fier de ce qu'on est, comme plein d'autres cultures. Et dans ce travail-là, du coup, j'ai jamais scénarisé ou demandé à des personnes de s'habiller de telle ou telle manière, ou même de poser. C'est là aussi où j'ai fait des constatations, je pense, sociologiques presque, où au final, je trouvais que les hommes et les femmes, déjà, en posaient pas pareil. Les femmes ont souvent des poses beaucoup plus proches de la pose presque magazine, alors que les mecs vont plus être dans la représentation plus clipesque, donc des signes de main, etc. Donc j'ai aussi constaté l'impact de l'éducation sociale aussi au sein des gens que je prenais en photo, mais moi je leur ai jamais demandé, même pour les motos par exemple, je leur demandais pas de venir avec leur moto ou de poser de telle ou telle manière avec leur moto. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a certaines photos qui paraissent hyper posées, et en fait c'est des moments où en fait je voyais la scène et je leur disais juste, par contre, stop, bougez plus, restez comme vous êtes, c'est pas besoin, enfin souriez si vous voulez, souriez pas si vous voulez pas, je m'en fous. Mais restez juste là comme ça, comme vous êtes, et je prenais ma photo et après on passait à autre chose. Et après je débriefais ma pellicule, enfin je dérushais mes films, et je prenais ce qui me paraissait être le plus proche de l'essence pure et authentique de ce que je connais des quartiers en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Le livre, je crois, ta maison d'édition, vous êtes à Polycopie. Oui. Voilà. On est à Polycopie jusqu'à ce soir, du coup c'est le dernier jour je crois. Ouais. Et est-ce qu'il y a des signatures prévues dans le temps? Oui, alors on a Polycopie jusqu'à ce soir. On a un événement donc à la Montgolfière, qui est une salle de sport et un lieu d'espace culturel aussi, qui est à République, qui s'appelle la Montgolfière. On le fait donc jeudi soir et vendredi soir à Marseille dans la librairie Ensemble, où je ferai aussi des signatures et une vente de livres. Voilà, pour à date, ce sera les lieux en tout cas et les événements prochains. Sinon, il y a sur la page Instagram et le site de Cédition, du coup, où vous pouvez acheter le livre. Il est distribué dans plusieurs pays d'Europe, jusqu'aux États-Unis d'ailleurs, et bientôt distribué en Asie. Donc normalement, sauf si vous habitez sur notre planète, ça devrait pouvoir se trouver. En tout cas, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a une exposition aussi en même temps là. Oui, alors c'est jeudi soir, du coup, c'est la clôture. Enfin, je clôture du coup une exposition qui s'appelle Echoing Stories avec 2 autres photographes, donc une New-Yorkaise qui s'appelle Destiny Mata et un jeune de Détroit qui s'appelle Xavier Cuevas. Donc j'ai curaté l'événement avec une curatrice qui s'appelle Elsa Seignol, et on a tous les 4 travaillé sur une exposition qui a tourné entre Paris, New York, Détroit et Chicago, dont je reviens tout juste il y a 2 semaines, et qu'on fait le finissage jeudi soir. Il y aura aussi un talk pour parler un peu plus du livre et de cette exposition qui partage le travail de 3 photographes qui travaillent sur des quartiers populaires de 3 grandes villes. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.